je pense que le nombre de pièces produites avec ce verre biseauté est inférieur à 20, voire même peut-être inférieur à 15. Tu l'as acheté en boutique, tu l'as acheté chez un détaillant, comment tu l'as acheté? Ah non, celle-là, elle a une histoire particulière, c'est que je l'ai acheté aux enchères chez Philips Hong Kong quand Laurent Pichotto a vendu sa collection en 2017. Elle est intéressante parce que c'est la première langue en acier à rentrer dans le catalogue. J'aime beaucoup la Moser tourbillon Arctic Blue. Et là maintenant, la nature, là aussi ayant horreur du vide, hop, la Cubitus en acier est à 40 000. Et paf, comment on fait pour s'adresser à ses clients, puis arrêter avec le discours, ah ben oui, mais vous n'êtes pas client, donc vous pouvez pas accéder à cette pièce. Mais oui, mais si je peux pas accéder à cette pièce, je peux pas devenir client. La stratégie pendant quelques temps d'exclusivité a bien fonctionné puisqu'on a exclu. Bienvenue dans Petite montre entre amis pour le retour de François Xavier, bien connu sous le nom de Équation du temps sur Instagram. C'est l'un des plus fins connaisseurs du marché avec une vision exhaustive à 360 degrés. Souvenez-vous, il y a 4 ans, il était venu présenter sa Langen Söhne 1815 chronographe. Pour son comeback sur la chaîne, on change d'univers. Il vient nous raconter sa Urwerk UR10308, un ovni tout droit débarqué de Metropolis, Blade Runner ou Métal Hurlant. Prends 2 secondes pour t'abonner à la chaîne et liker cette vidéo. Franchement, c'est la meilleure façon d'aider à notre développement. Merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite montre entre amis. Ce programme vous est présenté par Dailicious, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailicious.com pour raconter comment tu aimes ta montre. Salut FX. Oui, bonjour Xavier. Je suis ravi de t'accueillir à nouveau. Ah bah c'est un plaisir. Souvenez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, on passe du Langen Söhne 1815 chronographe à une marque plus récente. C'est de l'horlogerie indépendante. J'ai mis haute horlogerie, mais c'est aussi horlogerie indépendante. Urwerk UR10308 Tienne. Oui. Ça veut dire quoi, Tienne? Alors Tienne, c'est le revêtement qu'il y a sur le boîtier en acier. Ça veut dire titane, aluminium, nitride. Donc c'est un revêtement spécial qui permet donc d'améliorer la dureté et la résistance du boîtier, puisque la dureté exprimée en Vickers de cet alliage est extrêmement élevée, ce qui protège la montre et donne cette couleur aussi particulière, un petit peu aubergine. Aubergine, comme ta superbe veste. On est dans le style, etc. Vous savez que c'est pas mon truc, mais je sais reconnaître quand même les efforts vestimentaires. Tout ça, c'est pour Petite montre entre amis. Tu me permets de l'essayer? Oui, mais bien sûr. Avec un bracelet. J'avais regardé quelques photos. C'est la première fois que je vais la voir en vrai. Tiens, moi je suis venu avec une Jaeger LeCoultre Masterquad. Tu sais que je suis un fan des 70s. Merci beaucoup. Je t'en prie. C'est un bracelet Urwerk? Ouais. Alors c'est un bracelet Urwerk, c'est un tout nouveau bracelet. Alors je ne sais pas s'il est toujours dans le statut de prototype, mais c'est vrai que c'est un nouveau bracelet de type camo qui va très bien avec justement ce boîtier, avec cette couleur et c'est très agréable à porter parce qu'il a une bonne souplesse, ce qui positionne bien la montre sur le poignet. Ouais. Alors. Pour la petite histoire, je pense qu'on peut le dire, FX, on avait hésité il y a 4 ans. Tu te rends compte, c'était déjà il y a 4 ans. J'ai pris plus de cheveux blancs que toi. Moi, je les perds. C'est pour ça. Moi aussi, en plus. Donc, on avait hésité entre la Langen Söhne 1815 chronographe et celle-ci. J'avais le souvenir, sans dévoiler de secret, que c'était une montre de cœur, celle-là. Mais pas simplement la montre, parce que là, on est dans l'horlogerie indépendante, des petites équipes, etc. Donc, avant de rentrer dans ce qu'est Urwerk, là, on a un modèle, je vais le qualifier de cybernétique. Je parlais en intro de Blade Runner ou de Métal Hurlant ou de Metropolis, etc. Là, on a une complication heure vagabonde. Mais si tu devais essayer de la résumer, cette montre, entre sa forme, son look, on a l'impression au dos que tu as un tableau de bord de bagnole ou de fusée. Comment tu aurais envie de l'introduire, cette montre? Pour moi, l'Urwerk 103, c'est une montre iconique de l'horlogerie indépendante. Elle a été présentée en 2003 par
par Urwerk, alors ce modèle-là plus tard en 2007, et il a contribué, je dirais, à l'émergence de l'horlogerie indépendante. S'il fallait la définir, et c'est vraiment ce qui définit aussi le style d'Urwerk, c'est la cohérence entre l'affichage, donc là basé sur le principe des heures vagabondes, Ouais. avec le design du boîtier. Et donc, on a cette cohérence et ce côté, alors effectivement, futuriste, mais la montre, comme je dis, a été dessinée alors en 2003, la première 103 en 2003, celle-ci en 2007, 2007-2008, et donc on voit bien que cette montre, elle a d'une certaine façon, elle a plus de 20 ans. Et donc, et pourtant, elle a très bien vieilli et elle reste finalement d'une modernité et d'un style qui est tout à fait contemporain. Et c'est ça la véritable réussite d'Urwerk, c'est de faire des montres originales, très contemporaines et qui vieillissent très bien. Parce qu'il y a parfois des montres très originales, au bout d'un an, tu te dis, mais pourquoi j'ai acheté ce truc? Et là, vraiment, ça, c'est la grande réussite d'Urwerk. Première UR103 en 2003. Oui. La marque a démarré en 97. La marque a démarré en 97. Et les 103 comme ça, c'est toujours au catalogue, mais avec des déclinaisons. Alors non, la 103 n'est plus au catalogue, puisqu'elle a quitté le catalogue grosso modo en 2010 de mémoire. Bon, elle a eu donc une vie tout de même assez longue si on regarde finalement l'histoire de la marque. Après, elle a été remplacée par la série 2 avec son affichage par aiguille, mais Urwerk est toujours resté, je dirais, fidèle à son principe de base, c'est-à-dire que la majorité des montres Urwerk utilisent le mécanisme, enfin l'affichage par heure vagabonde. Et on retrouve ça, et pour moi, la 103, elle a vraiment, elle était plus, et du point de vue esthétique, notamment plus aboutie que la 101 et la 102, elle a vraiment contribué à l'émergence d'Urwerk et à poser les fondations de la marque. Ouais. En préparant cette vidéo quand même, parce que c'est une montre que moi j'avais jamais vue, j'ai eu en photo, etc. Je suis allé regarder ce qu'étaient les 101, 102. Là, on avait des heures vagabondes sur ces deux modèles-là, mais un look qui pour moi n'avait pas encore embrassé cette ligne stylistique futuriste où en fait la notion d'une montre avec un boîtier rond, des cornes, une couronne, etc. était encore présent sur la 101 102, alors que là, on pourrait se dire, finalement, c'est presque un prototype d'une voiture de course, ou tu vois, ou des choses comme ça. Elle a presque 20 ans. Celle-ci, 2007. Mais le modèle a plus de 20 ans. Oui. Tu sais, vous le savez les amis, que je suis aussi un grand fan d'auto anciennes. Si on devait faire le comparatif, là on touche au vintage récente. Est-ce que c'est pas un peu ça aussi le symbole de cette montre? Oui, clairement, mais encore une fois, je reviens sur cette idée, c'est que c'est tout le talent de Martin Fry, qui est le designer d'Urwerk, c'est vraiment de définir un design cohérent, avec toujours comme idée le confort d'utilisation et l'interaction entre l'homme et la machine. C'est-à-dire que cette montre, elle est vraiment pensée pour en profiter, pour mobiliser tous les sens d'une certaine façon. Quand je la porte, j'aime la caresser parce qu'elle a des stries sur le boîtier. Quand je la porte, je peux même la remonter. J'ai même le réflexe parfois de remonter la montre en passant le pouce. Et la couronne a été dessinée pour ça notamment. Et donc il y a une expérience sensorielle. Alors on aime lire l'heure dessus parce que finalement le principe de l'heure vagabonde est finalement assez facile à comprendre. Et une fois qu'on a bien saisi comment cela fonctionne, c'est très naturel. C'est même parfois, je trouve, plus rapide encore qu'un affichage, je dirais, classique à aiguille. Et donc, on a cette expérience de toucher, cette expérience vraiment intime à l'usage qui est vraiment extrêmement agréable. Et on retrouve aussi ce concept sur notre montre Urwerk, bien évidemment, sachant que peut-être c'était le modèle EMC, peut-être qu'il allait même au plus loin
dans ce principe d'interaction entre l'homme et la machine, puisque grâce à un système de lecteur optique, on pouvait, et un petit tournevis, on pouvait régler soi-même la précision de sa montre, ce qu'on peut faire là aussi. C'est ce que tu as au dos? Ce que j'ai aussi, puisque on peut régler la précision de la montre avec un petit tournevis. Mais enfin, là, je m'aventurerai pas trop c'est un peu chaud, ça, là-dessus. Avec au moins l'EMC et son système de lecteur optique, on est tout de même un petit peu plus confortable avec celle-là. Ouais, au dos, on a 3 sous-cadrans, on va les appeler comme ça. Un, on comprend assez vite. C'est une réserve de marche, avec un indicateur. Quand on est dans le rouge, c'est qu'on est bientôt perdu. Manifestement, il y a une trotteuse, ce que l'on n'a pas côté cadran. Effectivement, ça permet de donner un indicateur de marche. Ouais. Et alors par contre, le troisième, c'est quoi, 5, 10, 15? Oui, c'est tout simplement l'affichage des minutes sur 15 minutes afin d'avoir une lecture plus précise des minutes lorsqu'on règle la montre. Ça permet le réglage plus fin de la montre. Puisque là, heure vagabonde, on a en fait 4 petits disques où chacun présente 3 heures distinctes, et on va le faire ensemble. J'espère que vous le verrez sur la vidéo. C'est pas facile à filmer, hein. Il y a un verre absolument démoniaque. Hein. Le verre est très courbé. Alors d'ailleurs, pour la petite histoire, ce verre est une des pièces les plus chères de la montre, et on l'oublie souvent. On a toujours l'impression que la pièce la plus chère, c'est le mouvement, c'est je ne sais quoi, mais en vérité, sur cette montre-là, la pièce la plus chère, c'est le verre, parce qu'il faut trouver un fournisseur capable d'usiner un verre qui a cette forme, et en plus qui a des bouts biseautés. Donc, et comme vous imaginez bien que la série, le nombre de pièces qui utilisent ce verre est extrêmement faible, eh bien le coût unitaire d'un tel verre est extrêmement élevé. On peut là évoquer plusieurs milliers d'euros. Ah oui. De toute façon, on est dans des budgets qui sont très différents de montres que l'on peut acheter chez des détaillants avec des marques certes très connues, emblématiques, etc. Mais là, on est sur toute petite série. Ils communiquent sur 200 pièces par an sur leur site internet. C'est ça. Et au regard de la gamme, hein, je vais l'appeler comme ça, c'est-à-dire qui est quand même assez large. Chaque pièce, c'est quoi? C'est 3, 4, 5 pièces? C'est vrai que bon, effectivement, la production est extrêmement limitée. Bon, après, il y a des pièces qui sont sur des niveaux tarifaires élevés, donc le nombre de pièces produites est plus limité. Mais au niveau, par exemple, pour donner un exemple, sur cette 10308, alors celle-ci a la caractéristique d'avoir donc le verre biseauté. Je pense que le nombre de pièces produites avec ce verre biseauté est inférieur à 20, voire même peut-être inférieur à 15. Ouais, est-ce que c'est ça la quantité fabriquée? Est-ce que pour toi, c'est plus un marqueur qu'on va qualifier de haute horlogerie d'anticipation, qui est un terme utilisé par Urwerk. C'est petite série comme ça, c'est un marqueur de haute horlogerie ou d'horlogerie indépendante. Comment tu classifierais ça? Alors, moi, je dirais que c'est plus, ça renforce la notion d'exclusivité. Mais la notion, je dirais, d'exclusivité, finalement, c'est pas forcément une problématique de segment, puisqu'on peut avoir des montres quand même exclusives et en petite série à des niveaux tarifaires inférieurs. Je prends par exemple le propriétaire d'une Colloquium, c'est une montre qui tourne aux alentours donc de 3000 €, et pourtant c'est une montre exclusive. Je suis à peu près sûr de pas rencontrer quelqu'un dans le métro avec. Exclusif parce que tu as fait un choix de customisation ou parce qu'ils en ont fait très peu? Alors ici, c'est exclusif parce que oui, là ils en font très peu. Parce qu'ils en font. C'est dur à faire. Voilà, parce qu'ils en font très peu. Puis c'est aussi exclusif dans l'esthétique. Il faut vraiment aimer ce style. C'est pas une montre quand même qui s'adresse à je dirais à tout le monde, parce que il faut avoir, je dirais, bon, un certain goût pour ce type de pièces. Et puis je dirais que ça pourrait ne pas être perçu non plus comme une montre de base dans une collection, parce qu'on a toujours tendance à penser qu'une montre de base dans une collection, ça va être finalement une montre assez, je dirais, traditionnelle, voire même peut-être polyvalente, et comme ça, elle peut traverser les années sans difficulté. Mais finalement, moi, ce que je me rends compte, c'est que celle-ci, du fait de moi mes goûts dans l'horlogerie, et puis vraiment mon amour pour l'horlogerie indépendante, fait que c'est une montre que je porte
finalement très souvent. Et parce que j'aime porter ce genre de pièces. Mais on est d'accord vu de loin comme ça, si on ne sait pas que le même poignet porte ces deux montres, c'est quand même un 180 degrés entre ta Lange Söhne 1815 chronographe et celle-ci. Est-ce à dire que ce type de pièce, finalement, même pour quelqu'un qui spontanément l'aimerait, qui en aurait les moyens, qui en rentrant à la boutique Urwerk à Genève ou chez l'un des rares détaillants de la marque dans le monde, je crois c'est chez Chronopatient à Paris, oui, chez Chronopatient, voilà, oui. c'est ça, comme seule montre, alors qu'on est dans des budgets qui sont très élevés, ça fonctionnerait ou ça fonctionnerait pas forcément, tu vois? Donc ça veut dire, est-ce que c'est une pièce pour spécialistes ou ça doit forcément exister quelqu'un qui a un coup de cœur et il a ça et une ou deux autres montres et puis ça va pas plus loin? Oui, je pense que de toute façon, bon, déjà tout de même l'horlogerie indépendante s'adresse de façon générale à une clientèle de connaisseurs et de collectionneurs, parce que il faut tout de même être au courant de l'existence de cette offre. Il faut quand même suivre un petit peu ce qui se passe. Donc c'est vrai qu'il y a déjà ce public-là, mais il y a tout de même aussi une clientèle qui est plus, je dirais, artistique, plus dans le monde créatif, qui est extrêmement intéressée par ce genre de pièces. Ouais, alors parlons justement, je rebondis sur ce que tu dis sur l'horlogerie indépendante. Il y a un peu plus de 6 mois, il y a eu le prix, un prix qui a été lancé par LVMH. Alors par Louis Vuitton, pour être par Louis Vuitton, pardon. Exact, et tu faisais partie du comité de sélection. Du comité d'experts. Voilà, du comité d'experts, etc. C'est Raoul Pagès qui a gagné, avec de l'horlogerie indépendante, un mix de classicisme, mais là on est dans l'artisanat, avec un trésor caché sur son échappement. Là on est sur quelque chose où celui qui est fan de fantasy et de science-fiction, et donc avec cette culture populaire, tout de suite il va adhérer. Là où, si on n'est pas éduqué à l'horlogerie, on ne peut pas comprendre finalement qu'est-ce qu'il y a derrière une Raoul Pagès. Et deuxième question, dans la même, justement sur ton regard sur l'horlogerie indépendante, quand on voit les finalistes, il y avait une abeille ou une guêpe, etc. Il y avait une sorte d'horloge de table d'Andrea Streller, et il y en avait un autre dont j'ai plus le nom en tête. Il y avait Simon Brett. Et puis Petermann Beda. Et Petermann Beda, mais rien qui va dans ce style-là. Urwerk, MBNF, Emery ou Emra Cyborg, des choses comme ça, etc., etc. Comment? Ça veut dire que cette approche-là, elle a encore besoin de faire son trou dans l'industrie, ou comment tu vois les choses? Non, je vois pas les choses comme ça. Bon, d'abord, l'horlogerie indépendante est à l'image de l'horlogerie tout court. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse dans l'horlogerie indépendante et dans l'horlogerie au sens large, c'est la diversité. C'est-à-dire qu'on peut se faire plaisir en dépensant 500 €, on peut se faire plaisir en dépensant, je dirais 500 000, mais vraiment, il y a une diversité de prix, il y a une diversité de styles, il y a une diversité de complications, il y a une diversité de matériaux, et je trouve que c'est ça la chance, c'est qu'aujourd'hui on peut se acheter de très très belles pièces pour moins de 1000 €. Bien sûr. Et puis avoir aussi des nanars à 20 ou 30 000 et réciproquement, on peut avoir de très belles pièces à 30 000 et des nanars à 500. Mais ça, vraiment, on a vraiment de tout, et c'est ça qui est pour moi qui est très beau. Dans l'horlogerie indépendante, effectivement, on a une diversité d'approches. Mais j'ai eu l'occasion de faire justement pendant le salon TimeFest à Bordeaux, j'avais fait une conférence avec Jérémy sur ce qu'est l'horlogerie indépendante. Et moi, au final, ma définition de l'horlogerie indépendante, c'est pas finalement une notion de prix, c'est pas une notion de style, c'est pas une notion de complication, c'est pas une histoire de mouvement manufacture ou pas, tout ça. Non, pour moi, l'horlogerie indépendante, c'est une absence de compromis et un engagement. Et ça, on le retrouve à la fois dans cette Urwerk, c'est-à-dire que Félix a développé le module, le mouvement, ainsi de suite.
Et ça s'est parfaitement intégré avec Félix, le design. C'est l'horloger de Félix Baumgartner. Voilà. Et ça s'est parfaitement intégré avec le design de Martin Fry. Et il n'y a eu aucun compromis. À aucun moment, il se dit, ah oui, mais le verre, si je le fais courber, ça va coûter cher. Non. Oui. On y va comme ça, et c'est comme ça et pas autrement, parce que la montre a besoin d'avoir cette courbure. Et Raoul Pagès avec une montre qui d'apparence classique, pareil, absence de compromis. Le développement à détente, c'est quelque chose. L'échappement à détente, c'est quelque chose qui est complexe. Mais c'est pas grave. C'est ça, c'est ma perception, c'est ma vision de l'horlogerie, et on y va à fond. Et ce sont des gens qui sont tous, tu vois, dans cet engagement, et qui délivrent, je dirais, leur message personnel. Et c'est ça que j'aime dans l'horlogerie indépendante. Ce que je peux rajouter, tu parles de compromis. Quand tu as commencé le mot compromis, je pensais que tu allais dire convention. Mais c'est ça, ils s'affranchissent des conventions. On a toujours fait comme ça, on a fait de telle façon. L'industrie, puisque derrière, il faut faire fabriquer tout ça. Ils ont toujours fait comme ça. Et bien là, ils vont au-delà des conventions en proposant autre chose. Et en ce sens, moi, je le vois sur un regard de pourquoi ces gens-là font cette montre. Et quand je regarde une montre, ce qui m'intéresse, comme d'ailleurs quand tu viens là, toi, tu viens expliquer pourquoi tu l'aimes. On peut aimer une Seiko, une Rolex, une Lange, une Patek, etc. Ce qui est intéressant, c'est que le client qui l'achète, ou qui la reçoit en cadeau, ou qui en hérite, il l'aime pour les raisons qui sont les siennes. Eh bien, côté montre, pour moi, ce qui est le plus important, c'est pourquoi vous faites cette montre. Et c'est vrai que à partir du moment où il y a des traces, une ligne directrice ou une capacité à comprendre le pourquoi, le propre de l'horlogerie indépendante, c'est que très très vite, on se rend compte que, en fait, c'est des gens. Moi, Félix et Martin, je les appelle comme ça, je ne vous connais pas, mais c'est des gens qui sont là et qui portent un message, une vision, un délire, et en se disant, si on est bon, si on est très bon, si on est sincère, on va générer de l'adhésion à ce qu'on fait, ce qui est très différent de faire pour plaire. Non, et puis d'accord avec cette je suis tout à fait quasiment. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette approche. Et puis en plus, ce qui est important aussi, c'est que lorsqu'on achète une montre d'indépendant, on est aussi en contact avec le créateur. Et c'est vrai que moi, Félix et Martin, je les connais depuis plus de 20 ans. Et donc ça, c'est vrai que c'est tout de même intéressant d'avoir cette poursuite de relation. J'ai encore revu Félix il y a 15 jours à Milan pendant la Milano Watch Week, et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de rencontrer les créateurs, de discuter, et vraiment ce lien personnel, ça contribue aussi à la magie de l'horlogerie indépendante. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on a après avec les grandes marques. C'est un autre débat. On va chercher autre chose. Mais avec l'horlogerie indépendante, on a ce lien particulier, et ça contribue, je dirais, à la magie magie de la pièce. Moi, je suis pas consommateur de ce type de produit. Je l'espère un jour. Après, parce qu'après, il faut les moyens aussi. Mais je dis toujours, ce qu'on achète, c'est un bout de l'âme, de la vision, du délire artistique, en fait, comme une œuvre. C'est-à-dire, quand on achète une peinture, il y a une grande différence entre acheter une œuvre d'un peintre qui est en vie et qui est celui qui ne l'est pas, puisque à un moment ou un autre, on a l'occasion de toucher, de contacter, voire d'échanger avec celui qui l'a fait. La différence, qu'est-ce que tu penses de ça, si on peut aller sur le sujet de l'art, d'accord, c'est que un artiste, si on lui demande mais pourquoi tu fais ça, en fait c'est probablement une mauvaise question, parce qu'en fait lui-même ne le sait pas. La démarche créative, elle est non normée, elle est protéiforme, etc., etc. Là, dans l'horlogerie, il y a quand même des lignes directrices, etc., avec des disruptions, et ça, c'est complètement disruptif historiquement, en termes de look, en termes de design.
Alors après, ce qui est intéressant, c'est que l'affichage en lui-même des heures vagabondes, c'est traditionnel. C'est un affichage traditionnel. Ça date de quand? C'est un affichage qui date du XVIIe siècle. Oui. On retrouve, par exemple, si tu vas à Rome, au musée du Capitole, tu trouveras une pendule des frères Campanus dans le musée du Capitole qui utilise ce système de l'heure vagabonde. J'ai eu la chance aussi de voir une pendule d'à peu près de la même période chez Haussmann, le détaillant à Rome, et on avait ouvert la pendule et on retrouvait un système avec ces croix de Malte qui permet d'obtenir cet affichage. Donc il y a, je dirais, un hommage d'une certaine façon à l'horlogerie traditionnelle. C'est ça aussi qui est intéressant à travers cette pièce-là. Elle est effectivement encore une fois singulière, originale, très contemporaine, futuriste. Alors futuriste tout en ayant, oui, bien sûr, tu vois, une vingtaine d'années, mais c'est un peu comme si on regardait un vieil épisode de Star Trek. C'est vrai. Tu vois, c'est vrai. Un film de science-fiction des années 70. Tu vois. Et donc, t'as ce lien avec la tradition horlogère. Ce que j'ai trouvé fantastique, je le savais pas, et ça, pour le coup, moi personnellement, j'aime beaucoup, c'est le modèle AMC. Chez Urwerk. Oui. Et le EMC. EMC. Ah, oui, celle qui se règle avec une petite horloge atomique. Ah oui, alors l'AMC, effectivement. Voilà, effectivement. Entre guillemets en hommage, c'est-à-dire à Breguet qui avait fait l'horloge synthétique. Oui, et justement, exactement. Où ta montre de Gousset venait se régler sur une petite horloge. Exactement. Et là, je vais vous mettre des visuels. Là, vous avez une boîte, je veux dire, c'est absolument délirant. Tu as déjà vu ce produit, tu as échangé avec eux? Oui, effectivement. Alors, je me souviens, je l'avais vu à Bâle à l'époque, et quand j'avais découvert, je dirais, l'horloge, mais je dirais maîtresse, c'était impressionnant. J'avais l'impression que c'était comme dans les films de James Bond où on voit, vous savez, quand il y a une espèce de valise qui contient la bombe atomique avec des chiffres qui avec des diodes, avec des j'avais vu je dirais cette pendule, c'était impressionnant. Et exactement, tu fais très bien de parler de l'AMC parce que on est là aussi dans cette démarche d'Urwerk de réinterpréter un grand principe de l'horlogerie. Et là aussi, on retrouve l'autre principe d'Urwerk, c'est cette interaction encore une fois entre le propriétaire de la montre et la montre. Et c'est vrai que ça, c'est un principe vraiment je dirais moteur de Félix Baumgartner et de Martin Fry. C'est-à-dire qu'il faut que finalement il y ait cette relation, qu'on puisse interagir avec la montre de façon quasi permanente. Et c'est pour ça que à travers la petite vis à l'arrière, ça c'était déjà le plaisir de remonter même quand on porte la montre, parce que généralement, il faut éviter de remonter une montre quand on la porte. Exactement. Parce qu'on peut faire bouger la tige de la couronne. Mais là, on est dans un autre... c'est ce que j'allais dire. Mais là, on est dans un autre débat et c'est un plaisir. On passe le pouce comme ça et ça se... Ça veut dire que là, je passe le pouce comme ça, je la remonte. Ça veut dire qu'il y a... alors, je suis désolé les amis, j'ai pas le terme technique, mais il y a des systèmes de remontage où quand tu es à fond sur ton ressort de barillet, tu peux continuer à tourner sans se bloquer. Là, le mouvement de base est un remontage manuel, donc après, t'as une résistance au bout, donc tu ne risques pas d'y aller. Évidemment, si tu vas comme un bourrin, là, tu vas. mais là, tu sens la résistance et tu arrêtes. D'ailleurs, ce qui est intéressant, parce qu'il y avait des modèles automatiques chez Urwerk qui avaient donc un système de modification de l'efficacité du remontage. Donc, tu pouvais même interagir et même bloquer grâce à un système qui gère, je dirais, le flux d'air dans le mouvement, qui permet donc de bloquer le mouvement automatique, le remontage automatique, et donc transformer ta montre en montre à remontage manuel pur et dur. Oh la vache. Comment tu t'y es pris pour en acheter une? Parce qu'au-delà du fait que c'est un prix conséquent, etc., il y a très peu de pièces de fabriquer. Donc là, on est... je serais tenté de dire, on est dans le vrai problème de montres très exclusives, très peu fabriquées, donc mécaniquement, il faut attendre très longtemps. Sans organisation de l'attente, on va dire. C'est juste, c'est comme ça, il y en a très peu.
Tu l'as acheté en boutique, tu l'as acheté chez un détaillant, comment tu l'as acheté? Ah non, celle-là, elle a une histoire particulière, c'est que je l'ai acheté aux enchères chez Philips Hong Kong quand Laurent Picciotto a vendu sa collection en 2017 Donc Laurent Picciotto de Chronopassion. de Chronopassion. Tu l'as acheté à distance ou t'es allé Oui, sur place? non, je l'ai acheté à distance. Ouais. Donc là, tu étais en super confiance. Philips, Picciotto. Donc Oui, le sujet n'était pas. non, là, il y a une pièce qui t'intéressait. Plus Urwerk, en plus où je connais parfaitement moi la marque. Encore une fois, Félix, Martin, Yacine, toute l'équipe, je la connais depuis. Qu'est-ce qu'il fait, Yacine? Yacine, elle s'occupe de toute la partie communication, médias. Okay. Et on se connaît depuis très très longtemps. Et c'est vrai qu'on s'était d'ailleurs connus au salon Belmontre à Paris. C'est une autre époque, ça. Une autre époque, oui, exactement. Parce que dans une vie antérieure, en plus, j'étais modérateur de forum sur Purist, qui était donc un gros forum anglo-saxon, et je m'occupais notamment du forum Harry Winston. Et Harry Winston, à l'époque, était très impliqué dans l'horlogerie indépendante, puisqu'il y avait la fameuse collection Opus. Ouais. Mais lequel des deux, entre Martin et Félix, a bossé sur la Opus c'était l'Opus 5. Opus 5, c'était Félix, mais enfin c'était le message, finalement, c'était le message d'Urwerk dans le contexte d'Harry Winston. Et l'Opus 5, qui est sorti en 2005, qui présentait donc encore une fois un affichage à heure vagabonde, mais cette fois-ci avec une aiguille rétrograde verticale. Oui. Elle a vraiment marqué les esprits et a contribué elle aussi fortement au développement de l'horlogerie indépendante. Et attends, 2005, ça veut dire que là, il bossait pour Harry Winston en parallèle d'Urwerk? C'était le principe, bien sûr, mais c'était le principe d'Opus. Chaque année, il y avait un partenariat avec un horloger indépendant, et le premier, c'était François-Paul Journe. Et donc, le patron à l'époque d'Harry Winston Timepieces, c'était Max Busser. Et Max, a contribué donc au premier Opus, et du fait de son travail au sein d'Harry Winston, a lui aussi énormément contribué à l'émergence et au développement de l'horlogerie indépendante. Puis après, il a sauté créer MB&F, et la HM1 est arrivée en 2000. Donc Maximilien Busser, il a démarré MB&F après une fois qu'il est sorti de chez Harry Winston. Oui. Donc quasiment 10 ans après Urwerk. Il a démarré, oui, voilà, à peu près Alors, Urwerk a créé effectivement la société en 1997, et c'est vrai que, je dirais que Urwerk, Max avec MB&F, de Béthune, ça fait partie de ces marques indépendantes qui ont émergé, je dirais, au début des années 2000. Alors après, on a aussi des grands acteurs très connus de l'horlogerie indépendante comme François-Paul Journe, qui lui avait créé sa société à la fin des années 90. Et toutes ces marques-là, phares de l'horlogerie indépendante, ont contribué justement au développement de ce segment particulier. Comment toi, je veux dire que tu as vraiment une lecture plus profonde avec une collection extra large, puisque tu as je le sais, tu as des petites marques à moins de 500 balles, etc., parce que tu aimes tout, tu vois. Mais si on revient sur cette horlogerie indépendante et celle qui casse les codes esthétiques, il y a MB&F, semble-t-il, qui prend une place médiatique beaucoup plus importante, et je serais tenté de dire presque qui vient étioler la proposition d'Urwerk. Comment tu comparerais les deux approches, au-delà du fait que tu les connais, tu connais leur parcours, mais vu de loin comme ça, on est sur quelque chose sur les horological machines, pas les legacy machines qui sont là plus conventionnelles, enfin délirantes, mais conventionnelles au sens avec des aiguilles analogiques, etc., etc. Là où les horological machines, on est dans des délires où on ne sait pas trop ce que c'est finalement, comme une Urwerk. Comment tu différencierais leurs deux approches?
Ça c'est une question qui est bon, un petit peu complexe. Je dirais que bon, il y a chez MBNF je dirais une diversité d'approches et vraiment la volonté d'explorer des univers très différents. Une HM4 ressemble à un avion, une HM8 ressemble à une voiture. On a cette notion je dirais de jouer. Il y a même toujours un petit peu d'une certaine façon un retour vers l'enfance qu'on voit chez MBNF et puis chez Max Busser. Puis c'est Goldorak qui est toujours un petit peu en coulisses, ou enfin plus ou moins en coulisses, parce qu'avec le rotor en forme d'astéro H, on a ces petits... On a le cornofulgure. Oui, voilà, exactement. Non, mais et donc il y a c'est un laboratoire d'idées aussi. Ce qu'il faut voir ce concept chez MBNF. Et puis, alors au niveau de des legacy machines, pour moi, c'est pas des montres conventionnelles. Attention, c'est une montre. Ce sont moi ce que j'appelle des montres uchroniques, c'est-à-dire que c'est une montre futuriste inventée d'une certaine façon au 19e siècle. Tu vois, c'est si je suis à la fin donc ce 19e siècle, si je devais inventer la montre du futur, à quoi elle ressemblerait? Pour une legacy machine. C'est un peu ça l'idée. Non, mais quand je disais conventionnel, il n'y avait pas de pointe de négative. C'était plus de dire une montre plutôt globalement ronde, avec des anses, avec des aiguilles analogiques et avec une couronne à 3 heures. En ce sens, c'est plus conventionnel d'un point de vue horloger par rapport à ces Horological Machines ou à cette Urwerk. Alors que Urwerk est dans une démarche, d'abord l'équipe est toujours la même, alors que Max peut faire appel à des personnes qui changent, donc avec des propositions qui peuvent évoluer en fonction de la personnalité des friends qui contribuent à la montre, alors qu'Urwerk est dans une approche, je dirais peut-être plus stable entre guillemets, liée à l'évolution propre de Martin et de Félix, comme l'équipe est la même, eh bien on a, je dirais, une trajectoire qui est peut-être que je qualifierais peut-être plus linéaire. Il n'empêche qu'on a là aussi une créativité et une approche vraiment très diversifiée dans les styles, parce que quand on prend par exemple des UR 111 ou UR 112, elles sont basées par exemple là sur des systèmes de rouleaux, sur une UR 120 la Spock, alors là c'est toujours l'heure vagabonde mais avec des aiguilles qui se séparent et qui se rejoignent, on a des heures sautantes, bref on a de nouveau l'aiguille rétrograde qui revient avec celle qui vient d'être présentée à Singapour, l'UR 150. Donc, je dirais que on a la volonté chez Martin et Félix d'explorer, je dirais, dans toute sa dimension, le concept d'heure vagabonde et d'affichage liés. Et ça, c'est pour moi une approche que moi je trouve très intéressante, alors que Max va peut-être explorer beaucoup plus de territoire. Ce sont deux approches différentes, mais je trouve qui cohabitent très bien. Et aujourd'hui, moi je considère Urwerk, MBNF, de Béthune et d'autres évidemment, comme je dirais les fers de lance de l'horlogerie indépendante. Comment tu parlais de François-Paul Journe tout à l'heure, je vais essayer de citer vraiment des indépendants qui ont des parcours d'horloger ou non, ou d'artisans, etc. Rémi Braillat, crayon, Simon Brett, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, Laurent Ferrier, parcours complètement différent, sorti de chez Patek, etc. Et là, on est dans le classicisme horloger, même si c'est son modèle bracelet intégré, grand sport, est particulièrement réussi, mais ça reste plus traditionnel par rapport à ce qu'on a. Tout ça, c'est le monde des horlogers indépendants. Si tu devais finalement résumer ce que les
les 3 grands principes, si c'est une question qui tient la route, tu vois, de ce qu'est l'horlogerie indépendante. Il faut qu'il y ait un horloger, il faut qu'il y ait de l'artisanat, il faut qu'il y ait quoi? Évidemment, il faut qu'il y ait du rêve, des idées et qu'on comprenne pourquoi. Alors, bon, d'abord, ce qui est intéressant, c'est pour en revenir à François-Paul Journe. Ouais. Juste un petit point. On va revenir sur quelques années lorsque Chanel a pris 20% dans le capital de FP Journe, la société. On a dit François-Paul Journe perd entre guillemets son indépendance, mais c'est absolument faux. C'est absolument faux comme commentaire. François-Paul Journe est indépendant dans sa démarche et la meilleure démonstration, c'est pour ça que je vais répondre à ta question comme ça, et la meilleure démonstration de cette indépendance, c'est lorsque une montre comme la FFC sort. La FFC, c'est la fameuse Francis Ford Coppola, cette fameuse montre avec la main inspirée par, je dirais la main d'Ambroise Paré, la main en fer d'Ambroise Paré, avec ce système d'affichage où on peut afficher 12 heures en utilisant 5 doigts. Mais ça, c'est une montre d'indépendant. Il n'y a pas plus montre d'indépendant que ça. Et c'est le meilleur message que pouvait adresser encore une fois François-Paul Journe. Mais c'est un créateur indépendant. Et donc, c'est quoi la réponse à ta question? Mais c'est ce que j'ai dit il y a quelques minutes. C'est l'absence de compromis. L'absence de compromis, et c'est vraiment un engagement personnel. La FFC, à l'époque, l'idée avait germé entre les deux hommes, parce que lors d'une discussion entre François-Paul Journe et Francis Ford Coppola, a dit au cours d'une discussion, tiens, mais c'est intéressant ce concept finalement des anciens qui utilisaient les doigts de la main pour afficher le temps. Ce serait intéressant qu'on puisse penser à quelque chose. Et puis François-Paul avait travaillé dessus et puis il s'est mis au travail. Et puis donc il y a la fameuse après pièce d'Only Watch qui a lancé ce modèle-là. Mais voilà. Et c'est encore une fois c'est ça. C'est une démarche. C'est une démarche qui vient, je dirais, du fond du cœur. Et qui exprime finalement voilà un engagement, et également, et bien sûr, il faut une capacité, il y a une capacité technique derrière, c'est-à-dire que peu de gens peuvent s'improviser avec à développer une telle main avec des doigts qui sautent, ainsi de suite. Ouais. Donc voilà, il y a, alors pour moi, le point commun entre toutes ces marques-là, c'est effectivement cet engagement personnel et cette absence de compromis. Ouais, le marché de l'horlogerie depuis, le marché. Il y a plein de marchés différents, hein. Mais depuis un an et demi, et peut-être un petit peu moins. Commence à être plus difficile, avec du sell-out compliqué. Hein. On s'est croisé à Genève il y a quelques mois au Geneva Watch Days. L'ambiance n'était pas morose, c'est très festif toujours, mais somme toute, c'est plus difficile. Quel regard tu as sur on va dire, sur ce tassement? Moi, j'ai une lecture d'outsider. Les Submariner, Daytona, des choses comme ça, Nautilus, Royal Oak, etc., etc. Ça a favorisé à un moment le fait que des clients qui attendent et qui ont les moyens, à un moment ils disent so what, j'en ai ras la casquette de cette situation, et donc profitent de cette occasion pour s'orienter vers des pièces beaucoup moins connues, encore plus exclusives, pas forcément plus chères. Et ça a favorisé le développement en partie des horlogers indépendants. Et de l'autre côté, les jeunes marques, micro-marques entre guillemets, qui se sont lancées. Moi je peux pas avoir ce dont je rêve, donc je vais mettre 10 fois moins cher et je vais me faire plaisir. Le marché qui se tasse, ou peut-être les modèles rêvés vont devenir peut-être plus accessibles. Est-ce que ça va pas impacter ces deux facettes de la même pièce, les horlogers, la demande pour les horlogers indépendants, et de l'autre côté la demande et le succès de pas mal quand même de jeunes marques qui se lancent? Comment tu regardes ça, toi?
Ce qui se passe actuellement, bon, c'est très intéressant. D'abord, je trouve que l'ambiance à Geneva Voyager était plutôt bonne, effectivement, parce que tout de même, les participants restent pour la grande majorité des marques un peu de niche, entre guillemets, hein, que ce soit des marques chères ou moins chères, mais elles s'adressent à un public plus restreint avec des productions limitées. Et donc, je pense qu'elles sont un peu moins sensibles aux gros à-coups du marché, parce que je vais pas dire qu'elles ont une clientèle captive, parce que ça reste toujours difficile, mais il y a, je dirais, une proximité entre l'offre et l'attente du client, et donc qui permet, je dirais, un peu de sécuriser, et qui donc rend les gens un peu plus optimistes, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une réalité de marché, mais c'est plus lié aujourd'hui aux grandes marques généralistes qui souffrent. Pourquoi? Parce que je dirais pour deux principales raisons. La première raison, c'est parce que les prix ont beaucoup augmenté. Et il y a un décrochage par rapport à la clientèle d'Europe de l'Ouest, au sens large. Qui n'est pas la priorité business des marques, la clientèle d'Europe de l'Ouest. Oui, mais alors justement, c'est ça aussi le problème, c'est que d'autres marchés deviennent très compliqués pour d'autres raisons, notamment l'Asie et les États-Unis. Donc c'est là on se rend compte que finalement, l'Europe de l'Ouest, c'est quand même pas mal aussi. Et puis je trouve que c'est jamais bon d'oublier le marché dont on vient. Parce que dans certains pays comme la Chine, ils achètent aussi une montre parce que c'est un art de vivre européen. Et s'ils se rendent compte que plus personne n'achète une belle montre en Europe de l'Ouest, ça peut devenir aussi compliqué. Alors déjà, les raisons du ralentissement en Chine il y a d'autres raisons, et ça rend les choses compliquées. Donc, ce premier élément, c'est cette problématique de prix. Et deuxième élément, c'est l'offre en elle-même. C'est-à-dire que si les prix augmentaient, mais que la qualité des finitions, la proposition était en amélioration, entre guillemets, il n'y aurait pas de problème, hein. D'une certaine façon, les gens se disent, allez, quand on est tous autant que nous sommes, quand on est vraiment un amateur ou un collectionneur, un passionné, on dit allez, je vais faire un effort, je vais y aller. Mais le constat des gens, c'est pas celui-là. C'est-à-dire les prix augmentent, mais la qualité de l'offre n'est pas forcément ne suit pas. Donc je vois pas pourquoi je paierais 8 000 € une montre qui valait 4 000 il y a pas si longtemps que ça. Donc niet. Et ça impacte le marché. Et donc c'est vrai que la nature ayant horreur du vide, ça a un impact tout de même, je pense, positif. Alors d'un côté pour les micro-marques, je dirais dans le segment d'entrée de gamme, et on l'a vu au salon We Love Watches à Paris la semaine. Gros engouement. Voilà. Bravo aux organisateurs d'ailleurs, hein. Franchement, il y avait du monde, c'est sympa. Exactement, mais on voit que là, les passionnés sont toujours là, il y a un engouement, mais bon, pas dans les prix délirants dont on parle. Et là, quand le prix est raisonnable et que l'offre est intéressante, les gens sont toujours là. Donc, et là, ça va permettre à ces marques-là je dirais, de combler. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et puis après, sur les segments beaucoup plus élevés, alors là, c'est évidemment ça, on reste tout de même sur des prix importants, mais les marques là aussi veillent à la qualité de leur offre, mais intègrent aussi ces éléments. Faut pas croire que c'est finalement Luna Park, tout va bien, et puis non, il y a tout de même des prises en compte de réalité. Qu'est-ce qu'on voit tout de même sur des segments élevés? Eh bien, on essaie de faire des approches un petit peu plus simples. Par exemple, Urwerk avait fait la 102 Reload qui permettait de faire donc une proposition, par exemple, à des prix plus raisonnables. Il y a des approches où on va favoriser les montres peut-être un peu plus simples, mais avec par exemple, des cadrans plus élaborés. Mais le mouvement restera un mouvement 3 aiguilles et pas un truc. C'est un peu ce qu'a fait MB&F avec la Madoine. Alors et puis alors là c'est effectivement c'est une bonne remarque, et puis il y a effectivement le développement, je dirais, d'une offre créative dans un segment de prix autour de, allez, on va dire 3-4 000 €. On a vu notamment Geneva Voyager, il y avait la Madoine, donc qui est maintenant avec la version S, avec une approche plus fine et un mouvement l'ajout Perret, dans des tarifs montage manuel, voilà,
avec un mouvement automatique. Hein, Ah mais oui, pardon, je pensais que c'est comme ça qu'il avait fait plus fine. Non, parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont retiré l'affichage. Ah oui, ok. Voilà, sur l'affichage des minutes, mais le mouvement, lui, reste automatique. Genre, t'as le rotor qui est toujours devant. Et puis il y a Colloquium que j'ai évoqué précédemment, qui est une proposition esthétique, je dirais très 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 marquée. Je trouve, moi, en termes de design, c'est une montre absolument, je trouve, très réussie. Là, vous la fait diffuser parce que je ne sais pas à quoi ça ressemble et je vais être ravi en post-production de la rajouter. Voilà. Et puis il y avait Gaga Milano Lab. Enfin, bien donc sûr. il y a vraiment des propositions, voilà, engagées du point de vue esthétique, avec des mouvements suisses qui tournent bien, voilà. Et donc et ça, c'est vraiment un point extrêmement positif. On peut aujourd'hui se faire plaisir avec, je dirais, donc une offre originale à des prix assez raisonnables. Et ça, je pense que les grandes marques devraient. Alors, je mets de côté Rolex qui sont dans une catégorie à eux-mêmes. Et puis qui a tout bon sur tous les postes, qualité produit, stratégie, marketing. Il y a pas un truc qui va pas. Hein. Tout est bon, boum boum boum. Donc eux ils sont, mais les autres, il va falloir simplement se poser des questions. Tu parles de Gaga designé par Moco Poletta, exactement. Qui avait fait Gaga Milano avant, très je veux dire. Entrée de gamme. Momo avait travaillé notamment avec Bulgari. Oui, voilà. Non, mais bien sûr. Puis il a fait une super série limitée Octo Finissimo avec Chronopassion. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, en tout cas, mais ce que propose Moco Poletta avec la Gaga, c'est un délire de designer. Et donc plus que jamais, il va falloir que toutes les marques, quel que soit leur segment, viennent avec une proposition de valeur où à un moment ou à un autre, c'est qu'est-ce qu'ils proposent pour faire la différence sur un marché où qui va revenir à un fonctionnement normal. Il y a une offre, il y a une demande, et l'offreur, il doit générer la préférence. Si l'offreur propose toujours la même chose en augmentant les prix, ou toujours le revival de design et des rééditions, etc., là, forcément, c'est plus compliqué. Et dans l'horlogerie indépendante, dont on parle là, en dizaines de milliers d'euros, puis après, il y a des choses plus accessibles avec Recence, par exemple, où on est plutôt entre 15 et 20 000 euros. Puis après, il y a des choses à moins de 10 000. Il y a Space One qui fait des choses intéressantes, etc. Il y en a pour tous les prix. Et quand on regarde Space One, c'est des gens qui savent très bien fabriquer des montres avec toute leur chaîne logistique, etc. Et qu'un designer issu du monde de l'automobile qui fait des choses extrêmement intéressantes. Donc à un moment ou à un autre, qu'est-ce qu'on achète ? Oui, avec une petite complication d'affichage développée par Théo Offray. Enfin, je veux dire, c'est donc il y a un designer dans Space One. Je vais pas dire timide parce que je le connais pas, même si j'ai un peu échangé avec lui, mais en tout cas, qui n'a pas pignon sur rue et qui vient pas de l'industrie horlogère, qui est dans l'automobile. On a un jeune horloger français qui fait des choses fantastiques sur sa propre marque avec des complications fabuleuses et qui vient mettre son savoir-faire au service d'un produit qui est à 2000 balles schématiquement et qui a fait à Wheel of Watches un carton. Nombre de personnes que j'ai croisées qui trouvent ça fantastique. On aime ou on n'aime pas, peu importe, mais ça veut donc dire qu'à 2000, à 20 000 ou à 200 000, à un moment ou à un autre, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre qu'un mec qui plonge dans les calanques de Marseille avec une montre de plongée convenue, etc., etc. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui font ça, c'est pas bien. C'est juste que ça risque de ne plus suffire. Je pense que tout ce qui se passe, c'est d'une certaine façon une bonne chose. C'est que ça rend de nouveau plus. Déjà, j'ai toujours pensé que la personne la plus importante de l'horlogerie, c'était le client. Donc ça, on se rejoint là-dessus. Donc là-dessus, le client fait le succès et les échecs. Bon. Mais ça rend encore plus. Là aujourd'hui, la période actuelle redonne beaucoup de pouvoir aux clients. Parce que la situation a fait que, et bien évidemment, les clients sont beaucoup plus, je dirais, sollicités maintenant pour aller
pour aller acheter des pièces. Donc là, on est dans une position où on est désiré d'une certaine façon face à une situation où il y a quelques temps, eh bien c'était beaucoup plus compliqué et il fallait prendre des rendez-vous ici et là, ainsi de suite. Bon, le discours des marques est en train de changer. Et oui, et puis le fonctionnement. J'ai eu la chance d'aller à Singapour et en Malaisie cet été. Singapour est un pays quand même assez particulier, mais même en Malaisie, il n'y a pas de sas. Il y a un gars de sécurité qui est là, vous ouvrez la porte de chez Richard Mille et vous allez essayer ce qu'ils ont. Pareil chez Roger Dubuis, pareil chez Patek Philippe, etc., etc. Là où malheureusement, à Paris, il faut prendre rendez-vous pour pouvoir rentrer, etc. Donc c'est pas simple, alors qu'en fait, au final, même si l'industrie horlogère historiquement fonctionne avec un modèle indirect, je veux dire, un marché, un business ne fonctionne que parce qu'il y a des clients qui sortent de l'argent de leur poche et qui décident d'acheter un produit. Hein. C'est-à-dire que la stratégie pendant quelques temps d'exclusivité a bien fonctionné puisqu'on a exclu. Donc là, ça a bien marché. Bon, maintenant, il va falloir se poser des questions, c'est de nouveau être plus inclusif et notamment pour renouveler la clientèle. Parce que moi, voilà, j'ai pas un potentiel maintenant. Alors évidemment, je sais que je continuerai toujours, mais j'ai pas un potentiel. Enfin, les gens de ma génération, voilà, bon, on n'a pas un potentiel d'achat délirant, mais il va falloir faire rentrer les nouveaux clients. Et voilà. Et donc, il va falloir que justement renouveler cette clientèle. Et quand on est jeune aujourd'hui, ça peut être compliqué parfois d'accéder à certaines pièces. Et donc, il va falloir comment on fait pour s'adresser à ces clients, puis arrêter avec le discours ah ben oui, mais vous n'êtes pas client, donc vous pouvez pas accéder à cette pièce. Mais oui, mais si je peux pas accéder à cette pièce, je peux pas devenir client. Je sais pas comment tu as commencé à travailler, mais à nos époques, c'est toujours le cas aujourd'hui. On cherchait son premier job et on nous disait oui, mais vous n'avez pas d'expérience. Oui, mais si jamais personne me donne ma première expérience, j'y arrive pas. Je pense que c'était peut-être un peu à ce niveau-là, peut-être un peu plus facile de notre temps qu'aujourd'hui pour les jeunes, je pense. Mais bon. Alors, vous savez, c'était le retour de François Xavier dans Petite montre entre amis. Il y a quelques changements. Hein. Le programme a évolué. Il y a, avant qu'on enchaîne avec la séquence ta prochaine montre, on a le 60 secondes chrono. Alors ça, c'est un truc sympa. C'est des questions simples, réponses directes et spontanées, jusqu'à plus soif. L'idée, c'est que ça dure 60 secondes. Ça peut durer un peu plus. On va se régaler. T'es prêt? Oui. Qu'est-ce que tu regardes en premier sur une montre? L'ensemble. Ta complication préférée? Chronographe. As-tu déjà regretté un achat? Non. Non? Sur quelle plateforme tu trouves les meilleurs avis clients? Dialicious. Oui, la montre préférée de ta collection. Ouf, alors ça c'est difficile. Je répondrai, allez, le chrono 18-15, l'Urwerk, et puis j'aime beaucoup aussi mon élégante jaune pour avoir un mouvement différent. Cartier Tank ou Gégère Le Poutre Reverso? Allez, je vais mettre la Reverso, mais j'aime beaucoup la Tank aussi. Tu te vois avec une montre intégralement en or? Oui. Intéressé par les micro-marques? Oui. Tu veux en citer une? Space One, on l'a cité tout à l'heure, et j'aime beaucoup justement cette originalité. Ta marque préférée? Lange. S'il ne devait t'en rester qu'une dans ta collection? Là, c'est compliqué. Ah oui, mais c'est pour ça que je te la pose, cette question. Allez, peut-être le chrono 18-15 tout de même. On a compris que ton truc, c'était les horlogers indépendants. Tu veux en citer un ou plusieurs? Moi, en tout cas, je suis un fan absolu d'Urwerk, de Max, de Béthune. Et franchement, là, encore une fois, je pourrais Moser également. Enfin, franchement, je pourrais en citer, 30, 40. J'aime également tous les membres de l'Académie horlogère, ce que fait également Ludovic Balloire. Enfin, bref, on a vraiment, et puis évidemment, François-Paul Jaune. Alors, je sais que là, c'est 60 secondes, mais moi, François-Paul Jaune, c'est pour moi vraiment un génie. Pourquoi? Parce qu'il est parvenu non seulement à être à un niveau horloger incroyable, mais il a développé une marque. Et ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, dans l'esprit des collectionneurs, FP Journe,
ça fait partie vraiment du sommet de la pyramide avec, allez, on va dire Patek, mais si c'est difficile de comparer une marque qui fait 800 pièces d'un côté et puis 50 000 de l'autre. Ouais. Mais voilà, on est dans ce débat-là. Le modèle de tes rêves les plus fous. Ah, Le truc le plus fou. c'est vrai que j'aime beaucoup les grandes sonneries. Alors c'est vrai que ça me ferait bien plaisir d'avoir une montre grande sonnerie. Maintenant, pour en rester peut-être à des même si c'est un rêve très fou, une Acrivia. Moi j'aimerais beaucoup avoir une AK-06 de RedShape. RedShape. Ta prochaine montre? Alors là-dessus, j'ai plusieurs pistes même là. Mais ce sera pour vraiment dans quelques temps. Mais j'aime beaucoup la Moser tourbillon Arctic Blue. J'aime beaucoup Pioneer tourbillon Arctic Blue. Une Urwerk 202 également ou une Urwerk 100 Magic T. Ouais. Des projets fantastiques que je vais illustrer. Lors de ta première venue, ta prochaine montre, c'était une Langen Söhne, potentiellement, une Langen Söhne Odysseus. Tu l'as eu, celle-ci? Oui. Tu l'as eu? Ouais. Oui, alors là, Tu l'as eu à combien de temps après qu'on ait fait la vidéo? Pas si longtemps que ça, puisque je pense qu'on sortait plus ou moins du confinement à l'époque. Donc j'étais un des premiers, j'ai eu la chance d'être un des premiers à avoir eu l'Odysseus en acier. C'est vraiment une montre d'abord que j'ai jamais vue. J'ai jamais vu nulle part, ni de près, ni de loin, ni sur un poignet, ni quoi que ce soit. C'est un modèle qui est sorti venant comme d'autres sur la logique de bracelet intégré, mais ça, très différent de ce que fait Lange par ailleurs. C'est presque une montre finalement qui n'existe pas. Tellement, elle est là, mais il y en a pas. Alors elle est intéressante parce que c'est la première Lange en acier à rentrer dans le catalogue de façon permanente. Il y avait quelques Lange en acier, mais c'était des séries vraiment très très spéciales. Ensuite, c'est vraiment très Lange tout de même dans la réalisation, parce que on la voit, on se dit c'est une Lange, et c'est ça qui est intéressant. Après, du point de vue esthétique, je vais être franc avec toi, entre une Jumbo et l'Odysseus, je préfère la Jumbo. Je trouve que la Jumbo, le dessin est absolument incroyable. L'Odysseus, tu sens que c'est la démarche créative a été peut-être un peu plus torturée d'une certaine façon. Maintenant, c'est une montre qui au quotidien est absolument incroyable. D'abord, c'est la qualité de fabrication Lange, le mouvement, la qualité des finitions, le côté pratique avec ce système de réglage fin du bracelet. Ça, c'est qui a toujours pas sur une 16202, sur le Royal Oak. Oui, non, ça. Mais franchement, à l'usage, c'est vraiment une montre vraiment faite pour le quotidien et vraiment extrêmement agréable à porter. Et on se dit tiens, s'il y a une rayure, c'est moins grave vu la forme du boîtier de la lunette que sur une Royal Oak, parce que si une Royal Oak prend une rayure, on voit plus que ça. Oui, je suis d'accord. Qu'est-ce qui m'explique que peut-être que toi tu sais pourquoi ils sont allés sur ce produit-là entre guillemets, mais on peut se dire que on est sur un segment de marché de haute horlogerie de marques historiques, Vacheron, Patek, Audemars, Lange, etc. On est toujours dans une mouvance avec beaucoup d'intérêt pour des montres avec bracelet intégré. Qu'est-ce qui fait que partout où il y a de la Nautilus et de la Royal Oak sur le marché gris, etc., avec tout un tas de revendeurs qui ont pignon sur rue, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, peu importe, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas d'Odysseus? Parce que je pense que le nombre de fabrications, le nombre de pièces reste faible. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui l'Odysseus en acier, c'est surtout celle-là hein, dont on parle, reste une pièce qui est très, qui est allouée, qui a déjà des personnes qui ont déjà
plusieurs pièces dans la collection, ainsi de suite. Donc ça rend les choses compliquées. En plus, il y a peut-être si certains clients, s'ils la revendent, peuvent courir le risque d'être identifiés et blacklistés. Combien de monde par an en Langueux? Langueux, c'est un peu... Non, c'est 4005. C'est 10, 12 fois moins que Patek. Oui, on va dire grosso modo les 10 fois moins, effectivement, que Patek. Donc c'est une production qui est quand même faible. L'Odysseus en acier, donc avait cette... alors, pourquoi ils ont eu cette idée de vouloir créer cette montre? Je pense que, évidemment, quand elle est sortie en 2020 de mémoire, c'était au moment où il y avait, je sais plus les dates exactement, mais peut-être 2019, fin 2019, c'était au moment où il y avait vraiment cet engouement fort pour les montres à bracelet intégré. Bon, et puis ça pouvait sembler comme étant une opportunité, mais en revanche, quand on regarde le temps de développement de Langueux, quand on voit, avec Langueux, avec la référence du mouvement, on arrive à savoir quand le développement a commencé. On se rend bien compte qu'ils avaient cette idée depuis déjà depuis fort longtemps. Je pense qu'il y avait la volonté notamment d'Anthony de Haas de franchement explorer quelque chose de différent pour Langueux. C'est toujours never stand still. Donc c'était vraiment ça cette démarche, à toujours aller de l'avant. Et tiens, on nous dit, on a communiqué depuis la renaissance de la marque Only Precious Metal, blablabla, donc platine, or, et puis à côté ça, rien. Ben non, justement, là, on va se positionner sur l'acier avec une proposition, mais on va pas faire un clone de Royal Oak ou de Nautilus ou de je ne sais quoi, ou de Gentaesque, voilà. On va faire une montre vraiment Langueux avec la proposition de Langueux. D'où cette approche très particulière. C'est une montre singulière quand on la voit, et c'est ça aussi qui fait son charme. On adore ou on n'aime pas du tout, et vraiment c'est une montre à porter, c'est une montre à vraiment à vivre avec pour vraiment en profiter, et la qualité de la réalisation après vraiment lève tous les doutes. J'ai envie de résumer ça avec un antonyme entre guillemets, c'est d'innovation de long terme. C'est-à-dire que je pense que chez Langueux, comme chez Patek Philippe, comme chez Rolex, en fait, ils sont sur des visions de très long terme qui les protègent a priori des fluctuations de la mode, etc. Parce qu'il y a des coûts de développement qui sont astronomiques. Puis il faut tester ça sur la durée. Mais j'ai envie de faire le lien un peu dans cette logique de nouveauté et d'innovation, puisqu'on est sur les bracelets intégrés. Il y a quelques jours, en tout cas quelques jours par rapport à la date d'enregistrement de cette vidéo, il y a, en tout cas pour moi, de façon surprenante, j'avais rien lu dessus, Patek Philippe qui a lancé un nouveau modèle, Cubicus. Certains l'ont vu, l'ont touché, l'ont photographié, ce qui n'est pas mon cas. Je ne sais pas si c'est ton cas. Comment t'as vu ça arriver là? Spontanément, qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, d'abord, on attendait, on savait qu'il y avait un modèle qui allait s'appeler Cubitus, qui allait sortir, parce que on savait depuis plusieurs mois que Patek avait déposé ce nom, donc il y avait déjà des rumeurs qui circulaient. Moi, à titre personnel, je suis pas fan du nom, parce que c'est surtout en tant que Français, Cubitus, ça me fait penser à la BD ou au petit os. Mais donc c'est vrai que c'est pas franchement un nom qui me plaît. C'est pour ça que moi, à la base, je pensais que c'était un nom de code et que la montre allait s'appeler différemment. Bon. Donc j'ai tout faux. Au moins, rendons hommage à Patek qui va au bout de ses idées. Concernant la montre en elle-même, bon, je l'ai pas encore vue en vrai. Maintenant, je trouve quand même l'esthétique intéressante. Je l'avoue que j'aime cette approche carrée. J'aime beaucoup les montres de forme. Alors, il faudra l'essayer. Il faut l'essayer tant que je ne l'ai pas porté. Notamment, mon interrogation concerne la taille, parce qu'on parle quand même de certaines mesures assez importantes. Il y a une montre de forme, dès qu'elle prend un peu de taille, ça fait gros au poignet. Un 40 par 40 carré, c'est beaucoup plus gros qu'un 40 rond. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est à voir. Maintenant, moi j'ai un a priori plutôt favorable finalement sur le modèle, ce qui peut être étonnant parce qu'elle s'est bien faite démolir à droite à gauche, mais c'est toujours pareil. On a toujours la même trajectoire, c'est-à-dire que la montre sort, elle se fait démolir. Après, il y a les premiers clients qui l'ont.
puis la mayonnaise prend, et puis après, au bout d'un moment, tout le monde la voudra, et voilà. Tu penses à la Audemars Piguet 1159, par exemple, qui s'est fait laminer à sa sortie, Là, et qui, ça va un peu mieux maintenant? ouais, alors là, c'est un débat un peu différent pour la 59, parce que bon, d'abord, elle s'est faite laminer lors de sa sortie parce qu'il y avait aussi des règlements de compte personnels, ce qui n'est pas le cas de Patek du tout, déjà, premièrement. Premier élément. Ensuite, Audemars Piguet, tout de même, a écouté les commentaires et a fait des itérations, hein. Donc, ils ont travaillé sur justement le cadran pour justement améliorer les choses. Et donc, moi, aujourd'hui, la 1159 est pour moi une jolie montre avec ses forces qui étaient là dès le début, c'est-à-dire le boîtier et la qualité du mouvement, puis et en ayant travaillé sur les points faibles, c'est-à-dire que le cadran était un peu trop plan-plan, on va dire. Et là, ils ont bien travaillé sur le sujet, et c'est même le support notamment de la grande complication, hein, Ouais. la fameuse heure vagabonde aussi, Tout à donc, fait. hein, la Star Wheel, hein, donc, et c'est vrai que c'est intéressant de voir que c'est maintenant la 1159 est le véhicule aussi de certaines complications intéressantes chez Audemars. Mais pour Patek, moi je pense sincèrement que cette montre, la Cubitus, ne va pas avoir, alors il y aura peut-être évidemment il y aura des nouvelles déclinaisons, ces nouvelles connexions, mais il n'y aura pas de révolution esthétique par rapport à ce qu'on a vu vu là. Non, mais tu vois, je suis évidemment, le produit, tu l'as pas vu, je l'ai pas vu, on l'a pas vu, on l'a pas essayé. Bon, bref. Mais moi, la question que je me suis posée, d'abord, quand j'ai vu les photos et le nom, je me suis dit c'est un fake. Et pourquoi je me suis dit ça? Parce que où je m'interroge peut-être de façon trop cérébrale, c'est le pourquoi. Et je me souviens, Thierry Stern expliquait que pourquoi il arrêtait la 5711 cadran bleu, parce qu'il voulait pas être prisonnier de tout un tas de choses. Patek, c'est pas ça, c'est les grandes complications, ces trucs, ces machins, pour derrière sortir une version en or gris ou en platine cadran vert, et puis derrière sortir une Tiffany, etc. Et le premier nouveau modèle avant le précédent, c'était l'Aviateur chez Patek. Là, ils sortent une montre, peu importe l'esthétique, qu'elle me plaise ou non. Ce que je veux dire, c'est qu'on a des aiguilles, un cadran, des complications de ce qui est proposé aujourd'hui, un bracelet qui vient de la ligne, si ce n'est qui vient de la prod d'une Nautilus. Et en ce sens, je ne comprends pas. Et là où ça me manque, ça me gêne sur des marques de ce type-là, c'est que malheureusement, on n'aura pas l'information sur le pourquoi. Alors que sur des horlogers indépendants, et ça permet, tu vois, pour moi de faire le lien, c'est que justement, avec les indépendants, à un moment ou à un autre, même moi, à mon petit niveau, moi personne me connaît, ou en tout cas pas grand monde, j'ai passé un quart d'heure, 20 minutes avec Laurent Ferrier à discuter de montres. Pourquoi et donc là, pourquoi cette montre? Là, je trouve par rapport aux propos qui ont été tenus, c'est compliqué, alors que s'il y a bien une marque qui vise le très très long terme, parce qu'elle est familiale, et qu'il y a peu de marques familiales aujourd'hui, je comprends pas cette montre. Et ça, c'est le truc qui va le plus m'intéresser, c'est pourquoi ils l'ont fait. Moi, je trouve que moi, je trouve des bonnes raisons à ce qu'il l'ait fait. Lesquelles ? Donc, la première, justement, c'est que c'est une nouvelle collection, et donc ça, de facto, réduit l'impact de la collection Nautilus et Aquanaut dans le catalogue. Et deuxièmement, la 6711, maintenant, elle est toujours là, mais dans des versions qui ne sont plus en acier. Donc, le prix de départ est à plus de 60 000. Et là, maintenant, la nature, là aussi, ayant horreur du vide, hop, la Cubitus en acier est à 40 000. Et paf, ça permet de faire une proposition plus attractive. Alors après, on peut discuter du fameux 40 000. Mais ça permet justement de faire une proposition. On était à 23 000 sur une Nautilus il y a 10 ans. Sans justement que ce soit une Nautilus. Donc, encore une fois... Mais pourquoi pas une Gondolo qu'ils ont arrêté? Fantastique. Parce que
aujourd'hui, il y a tout de même aussi un marché qui réclame des pièces plus faciles à vivre au quotidien, plus confortables, moi, je suis d'accord avec toi. De la même façon que Lange n'a plus de montre de forme dans son catalogue, à part de temps en temps quand la Cabaret Kunst revient, des trucs comme ça. Mais en tout cas, une chose certaine, c'est que ce que je regrette, effectivement, qu'il n'y ait plus de Gondolo, qu'il n'y ait plus de Cabaret ou chez Lange. Mais il y a aussi une réalité de marché, c'est qu'aujourd'hui, les gens recherchent effectivement des pièces peut-être plus faciles à porter, plus polyvalentes. Tu as quand même ça. Et même les Calatrava sont de toute façon même plus polyvalentes que de façon générale, avec des bracelets. Tu vois, plus résistants, des diamètre un peu plus grand, là, des étanchéités revues. Tu vois, il y a cette démarche qui se décontracte. Patek, ils ne font rien au hasard. Il y a cette volonté également d'anticiper sur le renouvellement de la clientèle. Alors après, ce serait intéressant aussi, et la Cubitus va œuvrer là-dessus. Alors évidemment, il va falloir que les allocations suivent, parce que si tu arrives, tu dis moi je suis pas client Patek, mais je voudrais une Cubitus, merci d'acheter ça avant, là il y aura peut-être un problème, mais je pense qu'elle a aussi ce but-là. Encore une fois, moi, si on peut leur reprocher plein de choses à Patek, mais sûrement pas de faire les choses au hasard. Je pense que vraiment ça a été pour ça bien pensé. Elle a des missions bien précises, c'est de combler notamment pour le modèle 3 aiguilles le vide entre guillemets qu'il y avait du fait du passage de la Nautilus en Hongrie à plus de 60 000, et donc voilà. Et maintenant on va voir après comment aussi cette ligne, cette collection va prospérer, quelle sera sa prod et surtout quelle sera la stratégie d'allocation derrière. Eh bien les amis, vous voyez, avec FX, quand on se pose des questions, on a des réponses. Ça ouvre, l'univers créatif, philosophique, et aussi de réflexion concrète de positionnement des marques sur le marché. Puis il faut pas oublier que c'est un business. Et donc finalement, réussir à passer d'un modèle qui, ça fait plus de 10 ans qu'il n'était plus accessible en boutique, puisque moi, à un moment, j'ai regardé et je refusais, tiens-toi bien, d'aller acheter une Nautilus d'occasion à 25 000 €, alors qu'elle était à 23 100 tarif catalogue. T'imagines que c'est à des années-lumière tout ça. Eh bien, moi, j'ai envie de leur dire à Thierry Stern et à ses équipes, bravo. Bravo aussi, peu importe que ma compréhension, etc. Et là, tu m'éduques sur le sujet. Mais bravo de réussir à passer sur un produit, et je leur souhaite bien évidemment que ça fonctionne, à 25 000 balles, et 10 ans après, on est à 40 000 pour répondre à un même sujet. Je me souviens, il y a encore quelques années, l'entrée pour rentrer chez Patek, Vacheron ou Audemars, c'était 20 000 balles. On a bien compris que c'est plus le cas. J'ai bien peur que ce soit pas spécialement en France que soit la clientèle pour ce type de produit. Non, malheureusement. Mais ailleurs, FX, merci beaucoup. Le jour où tu as ton Acrivia, tu repasses voir et on fera avec FX le retour du retour pour un autre épisode de Petite Montre entre amis. Vous vous souvenez, FX n'avait pas eu la casquette d'Alichous, elle est cachée là derrière. Écoute, merci Xavier. Merci beaucoup, merci à toi. Ça fait un plaisir d'échanger avec toi. Ça marche. Si vous voulez participer, les amis, www.dalichous.fr. Vous m'expliquez de quoi vous voulez parler, je vous contacte, on regarde comment on peut faire une vidéo. Vous l'avez compris, maintenant, Petite Montre entre amis, c'est une fois toutes les 2 semaines et non pas toutes les semaines. Je me concentre sur le développement de la plateforme d'Alichous qui va bientôt être, ça va t'intéresser, intégralement en anglais. On va partir à la conquête du marché anglophone et notamment du marché américain. Si vous voulez raconter votre montre, comment vous l'aimez avec vos mots, comme l'a fait François-Xavier, rendez-vous sur www.dalichous.com. Ciao, ciao. Merci, au revoir. Ce programme vous est présenté par Dailyshoes, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com pour raconter comment tu aimes ta montre.